Tétrapharmakos, l'émission de Liberté FM en quête du bonheur de la connaissance. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Tétrapharmakos qui sera consacré aujourd'hui à la rhétorique, l'art de l'orateur, l'art de parler avec éloquence. Et j'aimerais vous faire découvrir l'histoire de cette discipline, de cette réalité culturelle. Si vous avez entendu l'émission de la semaine passée consacrée à Aristote, vous vous souvenez peut-être que nous avions conclu celle-ci avec Anne Merker en disant que l'homme est un animal politique et qu'il est de surcroît plus politique qu'aucun autre animal puisqu'il dispose du logos. Et pour reprendre les mots d'Anne Merker, ce logos, cet art du raisonnement, cette parole, lui permet d'exprimer des choses beaucoup plus complexes que les autres animaux. Ce qui est bon, ce qui est nuisible, ce qui est juste, ce qui est injuste, ce qui est beau moralement, ce qui est laid moralement. Et un usage très important de ce logos dans la communauté politique, c'est l'usage rhétorique qui est au cœur même de la politique, cet art de la persuasion. Cette technique théorisée au 5e siècle, mais probablement déjà en usage au temps d'Homère, est toujours pratiquée par nos hommes et femmes politiques pour tenter de nous convaincre de la justesse et ou de la légitimité de leurs actions. Alors examinons sans plus tarder en détail ce qu'est cette rhétorique. Notre invité est Johan Göken. Bonjour Monsieur Göken. Bonjour. Vous êtes professeur des universités et dirigez l'Institut de grec ancien à l'Université de Strasbourg. Vos principaux domaines de recherche sont l'histoire de la rhétorique, le discours religieux et la littérature de banquet dans l'Antiquité gréco-romaine, la tragédie grecque et sa réception. Vos principaux ouvrages sont Aelius Aristide et la rhétorique de l'hymne en prose, paru chez Brepols en 2012, et Boire sous l'œil de Gorgias, un commentaire rhétorique du banquet de Platon et du banquet de Xénophon. Il est sorti chez le même éditeur en 2022, pour lequel vous avez obtenu le prix Zographos 2023 de l'Association pour l'encouragement des études grecques. Vous préparez actuellement une traduction commentée des cours que Friedrich Nietzsche dispensa à l'Université de Bâle sur la tragédie grecque, à paraître aux Belles Lettres en collaboration avec Alexandre Dupérix. Le sens du mot rhétorique est souvent compris de manière péjorative et j'aimerais que l'on retrace l'histoire et le sens de cet art de l'éloquence. Monsieur Göken, pouvez-vous commencer par définir ce qu'est la rhétorique ? Oui, bien sûr. Alors le mot français rhétorique vient du grec rhétoriké, on aurait pu s'en douter. Donc rhétoriké, ça désigne l'art de la parole. Alors très précisément, rhétoriké en grec c'est un adjectif substantivé et il faut sous-entendre le mot techné qui signifie art, d'où rhétoriké sous-entendu techné, art de la rhétorique, art de la parole. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que les anciens ont donné plusieurs définitions de ce terme. La définition la plus précise consiste à dire que la rhétorique, c'est le pouvoir de persuader. C'est une définition qui est attestée dans le Gorgias de Platon et qui met en valeur la notion clé de persuasion, de peito. Oui. De fait, Socrate et Gorgias définissent la rhétorique comme étant ouvrière de persuasion, utile dans plusieurs circonstances, au tribunal, dans les assemblées politiques et civiles, mais aussi dans le dialogue philosophique ou non philosophique. Une autre définition qui est donnée par les anciens et qui est développé notamment par les rhéteurs latins, Quintilien en particulier, au 1er siècle de notre ère, consiste à dire que la rhétorique, c'est l'art de bien parler. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est une définition plus générale qui concerne tout type de discours, tout type de paroles. Et un des intérêts de cette définition, c'est l'adverbe bien, donc bien parler. Bien parler, c'est un adverbe polysémique. Ça implique la correction grammaticale, la valeur esthétique, la dimension morale, l'efficace du discours. Alors aujourd'hui, rhétorique a encore souvent un sens péjoratif, dans la conversation courante au moins. Rhétorique est souvent pris comme synonyme de paroles pompeuses, creuses ou empoulée. Trompeuse, empoulée, voilà. Et ce n'est qu'un préjugé, bien sûr, qui est hérité de Platon en particulier. Donc, dans les faits, la rhétorique désigne une réalité
complexe, c'est l'éloquence des orateurs et de ceux qui produisent un énoncé ou un discours, quel qu'il soit. Et puis c'est aussi une théorie et une réflexion. Et donc la rhétorique, ça désigne aussi donc les traités de rhétorique, mais aussi toutes les œuvres qui analysent le fonctionnement de la persuasion. Alors on peut dire que les discours qui cherchent à persuader sont de la rhétorique, la plaidoirie, la harangue politique, le sermon, le tract, la publicité, et à contrario ne sont pas de la rhétorique les autres discours qui ne cherchent pas à persuader. Je pense que persuader, c'est vraiment le mot-clé, quoi. Donc on a les Exactement. discours purement scientifiques ou techniques, la tragédie, le mélodrame, un mode d'emploi. Ce n'est pas de la rhétorique. Voilà, on peut dire ça. Après, en littérature, on parle aussi de persuader le lecteur pour Oui. avoir un effet sur lui. Donc c'est pour ça que les préceptes rhétoriques ont aussi été appliqués à la littérature en général. Mm. Très bien. On peut dire que la rhétorique a été souvent, et elle est encore souvent associée aux figures de style, mais la rhétorique, c'est bien davantage, hein. La rhétorique a été présentée par les anciens, donc les Grecs puis les Romains, Oui. comme une entreprise menée par l'orateur, par celui qui doit prendre la parole à plusieurs niveaux. Et les anciens ont distingué 5 niveaux. Oui. Euh, L'orateur qui doit prononcer un discours, en fait, doit remplir 5 missions. La Mhm. première mission, c'est l'invention, Oui. donc récit, c'est le fait de trouver les idées de son discours, donc Mhm. les meilleures idées, les plus utiles à sa démonstration. La deuxième mission, c'est la disposition, donc taxis en grec, Oui. c'est l'idée de mettre en ordre les idées de manière efficace, de Mhm. trouver un plan efficace. La troisième mission, c'est le style ou le choix de plusieurs styles. Donc en grec, c'est lexis. Oui. Donc là, il s'agit d'utiliser un style ou plusieurs styles adéquats aux propos. Mhm. L'orateur doit adopter des procédés linguistiques marquants, une syntaxe adaptée, employer des mots qui conviennent à son discours, etc., etc. La quatrième mission, c'est ce qu'on appelle la mémoire, la mnémè. Mhm. Ah oui. Donc l'orateur, Mhm. que ce soit à l'assemblée ou au tribunal, est censé improviser ou réciter par cœur son discours, ou en tout cas sans notes. Dans Oui. la pratique, c'est un peu plus compliqué, évidemment. Mhm. Et la dernière mission, c'est celle qu'on appelle l'action oratoire, donc hypokrisis en grec. Mhm. Donc là, ça désigne la performance du discours. Et l'idée, c'est que l'orateur est vu comme un acteur qui interprète son discours en faisant des gestes et en employant diverses intonations en particulier. Donc vous Mhm. voyez, de ce point de vue-là, Oui. le style, les figures de style, ce n'est qu'un aspect du processus de persuasion. Quelles sont les grandes figures de la rhétorique? Alors, les grandes figures de rhétorique, donc les anciens étaient friands de classification et de Mhm. grilles. Mhm. Donc, si on résume, on peut dire que les figures sont de deux sortes. Il y a d'une part les figures de pensée, par exemple l'interrogation, l'hésitation, la posiopèse, donc qui consiste à s'interrompre quand on est en train de parler. Et puis, il y a les figures de mots, par exemple l'anaphore ou la répétition. La grande différence, c'est que les figures de pensée subsistent même si d'autres mots sont employés. Donc on peut garder la même figure de pensée avec des mots différents, alors que la figure de mots n'existe plus si d'autres mots sont employés, par exemple l'allitération Oui. ou la paronomase. Mhm. Alors les anciens ont raffiné sur ce point en distinguant aussi ce qu'on appelle les tropes. Oui. Alors je ne vais pas rentrer dans les Oui, détails, oui. mais Mhm. disons que les tropes sont des figures de style qui portent sur un mot isolé, et qui consiste donc à remplacer un mot par un autre. Donc, Mhm. les exemples Oui. disons, les plus parlants, c'est la métaphore, la métonymie ou la synecdoque. Donc, métonymie, par exemple, vous dites Cérès à la place de dire le blé, donc Oui. l'inventeur pour l'invention, Mhm. ou bien, comme exemple de synecdoque, vous dites le toit pour dire la maison, donc la partie Mhm. pour le tout. Oui. Voilà, pour la petite histoire, hein, on considère dans l'Antiquité, Gorgias a inventé, donc le grand orateur et Oui. sophiste Sicilien Gorgias, au Mhm. 5e siècle, aurait inventé et développé beaucoup de figures de ce genre, d'où l'expression figure gorgianique, hein, qui était employée dans l'Antiquité, même si en fait Gorgias n'était probablement pas l'inventeur de ces figures. Mhm. Pour toutes ces questions, hein, il y a l'ouvrage classique auquel on peut renvoyer, c'est le livre de Pierre Fontanier, Les figures du discours, hein, qu'il a Mhm. publié entre 1821 et 1830. D'accord.
Voilà pour ce qu'on peut dire de manière synthétique sur les figures de rhétorique. Il serait peut-être bon de parler aussi de rythme et de musicalité, parce que prononcer un discours ne va pas sans accentuer ou mettre en valeur le rythme et la musicalité des mots. Alors, c'est juste. Donc le rythme et la musicalité, de manière générale, sont des éléments nécessaires du discours poétique, puisque la poésie dans l'Antiquité était accompagnée de musique instrumentale et ou de chant. Et c'est la versification des textes conservés qui nous aide à repérer cela. Mhm, Pour la prose, on sait que les anciens veillaient aussi aux aspects rythmiques et musicaux mhm, du discours. Et par exemple, un orateur pouvait construire son discours avec des périodes soignées en insérant des unités rythmiques proches de la poésie. Et sur ce point, c'est Gorgias qui a eu un rôle mhm. fondamental. D'accord. On sait aussi que certains orateurs pouvaient même moduler leur voix. Et sous l'Empire romain, on assiste à tout un mouvement de réaction contre ce phénomène, un phénomène qu'on appelait celui de la diction chantante, Mhm. donc des orateurs qui modulaient leur voix comme une sorte de récitatif ou de mélopée. Et Oui. l'exemple le plus connu, c'est l'orateur Favorinus d'Arles au 1er siècle de notre ère et au début du 2e siècle, Mhm. qui avait la particularité d'être hermaphrodite, d'avoir une voix étrange et qui D'accord. était connu pour jouer de sa voix, pour fasciner davantage son public, un peu comme, on va dire, les contre-ténors Oui. aujourd'hui au concert. Mhm. Alors, ce qu'il faut quand même savoir, c'est que en l'absence de partition, si j'ose dire, ou d'annotation précise sur les textes, Mhm. la musique et le rythme dans l'éloquence restent quelque chose d'assez difficile à appréhender. D'accord. Aujourd'hui, ces textes nous sont parvenus de manière écrite, mais à l'époque, c'était quand même l'oralité qui primait avant tout. Exactement. Et c'est vrai que pour ce qui concerne le rythme et la musicalité, les sophistes, ce qui revendiquaient un statut artistique de la prose comparable à celui de la poésie, donc jouaient bien sûr sur ces aspects pour faire en sorte que la prose soit l'égale de la poésie. Mhm. Alors, une chose importante au Moyen Âge, on associait souvent la rhétorique à la grammaire et à la dialectique, et ça formait la première partie des arts libéraux, le trivium. Alors, qu'est-ce que la dialectique? Parce que souvent, j'ai l'impression qu'on fait une confusion entre la dialectique et la rhétorique. Comment peut-on définir la dialectique? Alors, pour parler disons, du rapport entre la rhétorique et la dialectique, il Mhm. faut un petit peu regarder l'histoire. Oui. Donc, on se rend compte que depuis Platon au moins, on distingue souvent la rhétorique de la dialectique, Mhm. c'est-à-dire les sophistes ou les orateurs des philosophes, ou bien l'éloquence de la philosophie. Oui. Alors cette distinction se justifie par les contextes différents et les intentions différentes Mhm. de ces Oui. deux pratiques. Mhm. L'orateur parle à un auditoire qui l'écoute Mhm. ou qui est censé l'écouter. C'est ça. L'orateur prononce une intervention développée, mais d'autres orateurs prennent la parole après lui. Donc Mhm. c'est le cas au tribunal où l'orateur qui prononce un discours d'accusation sera suivi par un orateur qui prononcera un discours de défense. Et de Mhm. la même façon, à l'Assemblée, plusieurs points de vue s'expriment évidemment. Celui qui pratique la dialectique, alors je prends la dialectique au sens général, Oui. donc c'est quelqu'un qui dialogue, c'est quelqu'un qui pose des questions ou qui répond à des questions Mhm. alternativement. Alors ce qui est intéressant, bien sûr, c'est le rôle de Platon dans Oui. l'histoire de ce rapport entre les deux disciplines. Mhm. Le Socrate de Platon a mis en vedette l'opposition entre la rhétorique et la dialectique, mais on pourrait dire qu'il ne le fait pas toujours de bonne foi, ou disons que Platon met en valeur deux aspects de la communication qui ne s'opposent pas forcément. L'idée qu'on a chez Platon, c'est que la rhétorique, c'est un mode de communication qui est sourd, puisque Oui. celui qui parle, en fait, parle et ne Mhm. s'occuperait pas des autres, D'accord. contrairement donc à la dialectique qui est Ah oui. plus vivante et qui fait Mhm. appel donc aux questions-réponses sans cesse. Euh, En fait, quand on regarde la réalité historique, on s'aperçoit que c'est plus complexe. À l'Assemblée, le dialogue existe,
l'orateur peut être interrompu, Mhm. comme on le voit encore aujourd'hui Oui. dans les assemblées politiques, Mhm. et au tribunal aussi, le jeu de questions-réponses n'est pas impossible. De la même façon, dans le dialogue, qu'il soit philosophique ou non, on peut très bien avoir un interlocuteur qui monopolise la parole. Et Socrate en est le Oui. meilleur exemple, le Socrate de Platon en Mhm. particulier, qui peut parler très très longtemps. Très bien. Alors, la rhétorique est une histoire qui remonte quand même déjà à quelques siècles avant notre ère, et on peut retrouver des traces de rhétorique. Alors, ce ne sont peut-être même pas que des traces, ce sont peut-être vraiment déjà des formes de rhétorique chez Homère. Exactement, puisqu'Homère, pour les anciens, est l'inventeur de toutes choses et à juste titre. Alors, les Homères, qu'est-ce que ça signifie? Donc, ça signifie l'Iliade et l'Odyssée. Ce Mhm. sont les deux poèmes homériques qui nous ont été transmis Ouais. et qui ont cette particularité d'être les premiers textes de la littérature grecque et donc de la littérature européenne. Alors, ce qui est intéressant dans l'Iliade et l'Odyssée, donc dans la poésie homérique en général, c'est que les prises de parole, qui sont très importantes. Mhm. Par exemple, on a calculé le nombre de vers et on se rend compte, par exemple, que dans l'Iliade, les prises de parole représentent entre 40 et 50 du nombre de vers conservés. Mhm. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les héros et les dieux qui sont mis en scène dans l'épopée ont sans cesse besoin de parler Oui. et sont très souvent mis en scène en train de parler. De fait, quand on regarde, les guerriers de l'Iliade passent certes leur temps à combattre, mais ils passent aussi Mhm. leur temps à délibérer, à Ah oui. parler en assemblée et à Mhm. se parler en général, parfois pour s'invectiver, aussi Ah pour oui. prier les dieux, etc. Mhm. De la même façon, Ulysse est connu pour prononcer beaucoup de discours trompeurs ou rusés Oui. pour parvenir à ses fins. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que cette parole de ces différents personnages est très souvent à visée persuasive. Euh, Par exemple, dans l'Odyssée, Ulysse flatte et séduit Nausicaa pour qu'elle lui réserve un bon accueil. Mhm. Un autre exemple bien connu, du moins des hellénistes, c'est dans l'Iliade, Ajax, Ulysse et Phénix sont envoyés en ambassade auprès d'Achille qui Oui. boude Ah dans oui. sa tente Mhm. pour l'exhorter à reprendre le combat. Mhm. Et ce qui est intéressant dans la poésie homérique, c'est que même les personnages négatifs sont dépeints de différentes manières, avec leur physique, leur caractère, etc. Mais un des aspects importants de cette peinture des personnages négatifs, c'est leur aptitude oratoire. Et là, les deux exemples les plus, Mhm. disons, les plus marquants, c'est Oui. les personnages de Thersites et d'Iros, D'accord. qui sont dépeints comme tenant des propos inconvenants, Mhm. des propos donc qui les décrédibilisent et qui ne correspondent pas aux valeurs prônées par le poète, donc des valeurs avec lesquelles le public de la poésie homérique était d'accord. Donc vous voyez, de manière, disons pour faire la synthèse, on pourrait dire que Homère est considéré souvent comme l'inventeur de la rhétorique, en Mhm. ce sens qu'il met en scène beaucoup de situations rhétoriques et en ce sens que les personnages qu'il met en scène réfléchissent aux modalités de leur prise de parole. Donc en ce sens, Homère a été considéré déjà par les anciens comme le Mhm. premier des rhétoriciens. Oui. Alors Homère, il faut le rappeler, c'est 7e, 8e siècle avant notre ère. Voilà, c'est ça, 8e siècle, grosso modo. Et les premiers traités de rhétorique apparaîtront au 5e siècle. Et c'est avant tout pour un usage judiciaire. Exactement. Donc c'est vrai qu'entre Homère et les premières attestations des premiers traités, il y a quelques siècles Mhm. qui s'écoulent. Oui. Alors peut-être pour la petite histoire, l'invention de la rhétorique est attribuée à différents personnages par les anciens. Donc Mhm. d'abord est attribuée à Hermès, le dieu du logos. Oui. Donc ça c'est la version Oui, mythologique. oui, d'accord. Euh, L'invention de la rhétorique est attribuée à Homère, comme on vient de le Mhm. voir. Elle est aussi parfois attribuée à Empédocle d'Agrigente, mais malheureusement, on n'en sait Oui. pas plus. Mhm. En revanche, on en sait davantage donc sur deux personnages siciliens qui s'appellent Corax et Tisias. Donc Oui. Corax, maître de Tisias, Mhm. selon la version la plus Oui, oui. répandue. Mhm. Donc deux Siciliens du 5e siècle avant Jésus-Christ qui passent pour avoir été les premiers à avoir rédigé un traité de rhétorique ou un manuel de rhétorique. Mhm. Alors, on ne connaît pas les détails, Oui. mais
on sait que au milieu du 5e siècle, après la chute de la tyrannie dans certaines cités siciliennes, des procès furent organisés, notamment parce que des gens spoliés de leurs terres voulaient les Ah oui. récupérer et donc participer à des procès. Et Mhm. donc c'est à ce moment-là qu'interviennent, que seraient intervenus Corax et Tisias, en mettant par écrit des préceptes destinés à aider les plaideurs à récupérer leurs biens notamment. Alors on n'a pas de détails, mais ce qui est intéressant, c'est que l'apparition de ces traités, de ces premiers traités, donc, est mise en rapport avec euh, le système judiciaire et Ah puis de oui. manière plus générale avec l'instauration de la démocratie. Mhm. Alors ensuite, on sait que l'enseignement de la rhétorique s'est développé à partir de la deuxième moitié du 5e siècle et euh, cet enseignement reposait sur l'analyse de discours modèles, sur l'analyse de préceptes, de trucs aussi Mhm. rhétoriques, Mhm. mais aussi sur des manuels. Et on sait que le premier manuel conservé, euh, c'est la rhétorique à Alexandre, qui, alors malheureusement on ne connaît pas la date exacte, mais c'est entre 340 et 300. Mhm. La rhétorique à Alexandre, c'est un manuel qu'on a attribué un temps à Aristote, mais qui est peut-être d'un autre rhétoricien nommé Anaximène de Lampsaque. Mhm. Voilà pour Oui. le premier texte effectivement Oui. conservé. Puisque Mhm. de Corax et de Tisias, on n'a rien conservé, si ce n'est des anecdotes. Mhm. D'accord. Alors ensuite viennent les sophistes. Et alors eux vont pleinement exploiter cet art oratoire, cet art de la rhétorique, en passant de ville en ville, enfin de cité en cité pour être plus précis, et en se faisant rémunérer des sommes faramineuses parce que justement ils apprenaient aux citoyens à discourir. Exactement. Alors les sophistes ont en effet joué un rôle crucial dans le développement de l'art du discours Mhm. et de la réflexion sur la parole persuasive. Alors peut-être juste un petit mot Oui. d'étymologie. Mhm. Donc sophiste Oui. en grec c'est sophistai Mhm. et ça désigne donc les détenteurs d'une sophia, donc d'une sagesse, d'un savoir élaboré. Mhm. Les sophistes, ce sont des spécialistes de l'art du discours qui Ouais. ont théorisé l'art du discours, mais ce sont aussi des penseurs qui ont réfléchi à d'autres domaines de la connaissance. Les sophistes, c'est une série d'intellectuels, Mhm. disons, qui apparaissent, qui font parler d'eux dans le dernier tiers du 5e siècle et au début du 4e siècle, Ouais. pour résumer. Alors, les sophistes, contrairement à ce que pourrait faire croire l'appellation, Mhm. ce n'est pas un groupe organisé, ce sont plusieurs personnalités, des philosophes en fait, qui Ouais. sont originaires, comme vous l'avez dit, de diverses cités Mhm. du monde grec. Mhm. Alors, je vais peut-être citer Oui, quelques oui, noms bien sûr. connus. Donc, il y a Protagoras, d'Abdère, Gorgias, qui vient de Sicile, donc de Léontinoi, précisément, Prodicos de Théos, puis on a aussi Hippias, Critias et d'autres auteurs, d'autres sophistes, d'autres personnalités anonymes ou en tout cas pas connues. Par exemple, au début du dialogue de Platon intitulé Lysis, il est mention d'un sophiste qui s'appelle Mykos, mais dont on ne sait pas grand-chose Mhm. par ailleurs. Mais en tout cas, c'est le signe qu'il y avait beaucoup de sophistes et qu'il y en a beaucoup sur lesquels on n'est pas beaucoup renseigné. Voilà. Alors, les idées des sophistes, pour les résumer, on pourrait dire que d'abord, ils prônent une vision prudente et relativiste du monde et des choses. Protagoras disait qu'on ne peut pas savoir, par exemple, si les dieux existent ou non. Oui. Et puis Protagoras disait aussi, ça fait partie des formules célèbres qu'on lui Oui. attribue, que l'homme est à la mesure est la Eh oui, mesure de toute chose. c'est ça. Alors, Mhm. pour les sophistes, de manière générale, ça veut dire qu'il n'y a pas de vérité avec un grand V, Mhm. ni de justice édictée par anticipation. Pour les sophistes, tout dépend du contexte et de l'expérience de chacun. Donc l'idée, c'est qu'un point de vue peut très bien en valoir un autre. Et cela, bien sûr, a une importance dans les institutions clés de la démocratie athénienne, à savoir les tribunaux populaires et les assemblées. Mhm. Euh, les sophistes ont conscience que dans un procès, par exemple, c'est le débat contradictoire qui fait émerger la vérité quand c'est possible. De la même façon, à l'Assemblée, la décision politique naît de la confrontation entre plusieurs points de vue, ce qui implique la prononciation de plusieurs discours.
Alors, ce qui est intéressant, et c'est ce qu'on leur a reproché, c'est que les sophistes ont profité de ce contexte Mhm. pour exercer la profession lucrative, Eh oui. comme vous l'avez rappelé, Mhm. de professeur de rhétorique. Puisque pour gagner un procès et faire carrière dans la cité, il faut savoir parler, Mhm. eh bien, beaucoup de gens de l'élite ont suivi les leçons des sophistes, Eh quitte oui. à y laisser beaucoup d'argent. Et ce qui est intéressant, c'est que ceux qui suivaient les leçons des sophistes, c'était à la fois des gens issus de l'aristocratie, mais Ouais. aussi des gens issus d'autres milieux, à condition d'avoir de l'argent, Mhm. évidemment. Et donc, ce qu'il faut retenir, c'est que les sophistes consacraient leurs leçons, bien sûr, à la construction du discours, à l'art du discours, à la parole persuasive, mais il traitait aussi d'autres sujets, par exemple la grammaire, la sémantique, l'héristique, c'est-à-dire Ouais. l'échange d'arguments et l'art de la réfutation, Mhm. et puis il s'intéressait aussi à des sujets plus philosophiques, on va dire, comme la formation du monde et de l'univers. Ce Mhm. qu'on peut retenir avec les sophistes, c'est que leur irruption à Athènes dans le dernier tiers du 5e siècle, ça a Ouais. été vraiment un choc culturel Mhm. et beaucoup d'auteurs en parlent. D'accord. Aristophane, Euripide, Sophocle, même Mhm. Échille, Thucydide. Et voilà, c'est vraiment quelque chose qui a beaucoup bousculé les habitudes et qui a heurté les esprits. Ils ont exercé une fascination. Exactement, et ça a scandalisé les tenants de la pensée aristocratique comme Platon par Et voilà, exemple. on va y arriver à Platon, qui justement va probablement laisser cette image péjorative quand on parle de sophiste. Exactement. Donc Platon, c'est dans les sources que nous avons conservées, bien Mhm. sûr, c'est le premier à s'être intéressé de près à la rhétorique et aux sophistes, et c'est le premier à tenir un discours aussi critique et construit à leur sujet. Mhm. Ce qui est intéressant, c'est que tous les dialogues de Platon, toutes les œuvres que nous avons conservées sous son nom, dans toutes ces œuvres, il est fait mention, il est fait allusion à la rhétorique et aux sophistes. Mhm. Alors les textes principaux sur le sujet, c'est le Gorgias que j'ai mentionné, Ouais. c'est le Ménexène, Mhm. c'est le Banquet et il y a le Phèdre aussi. Alors, en résumé, on pourrait dire que Platon critique trois ou quatre points principaux. Mhm. Euh, il critique les sophistes qui veulent passer pour spécialistes dans des domaines qu'ils ignorent, Ouais. et donc de cette manière, on critique ceux qui veulent les imiter. Mhm. Platon critique la dimension immorale des sophistes qui Ouais. prônent Ah oui. l'efficacité du Mhm. discours à tout prix Ah oui. pour réussir dans la vie et pour conquérir une position dominante dans la cité. Mhm. Et puis, il critique l'éloquence des orateurs qui charment le peuple pour parvenir à leur fin, qui flattent le peuple sans se soucier de la vérité, sans se soucier de la moralité aussi, et qui ensorcellent l'auditoire par de belles formules. Alors, ce qui est intéressant aussi dans la démarche de Platon, qu'il propose aussi des recettes pour amender la rhétorique. Donc, Mhm. il ne se D'accord. contente pas de critiquer les Oui. sophistes et l'art Ah oui. oratoire. Mhm. Donc, pour lui, la bonne rhétorique, c'est une rhétorique qui dirait la vérité, sans céder aux mensonges et aux facilités du style. Mhm. La bonne rhétorique, ça consiste à composer des discours cohérents et construits, et ça implique donc de savoir de quoi on parle précisément. Mhm. Alors, dans l'œuvre de Platon, hein, le Socrate qui est mis en scène, Oui. se moque souvent des sophistes, Mhm. mais quand on a lu Platon, on sait que Socrate est parfois un petit peu sophiste aussi lui-même en un sens, évidemment. Mhm. Alors ensuite, bien sûr, vient l'élève de Platon, Aristote, dont il nous reste un ouvrage intitulé La rhétorique. Exactement. Quel est l'apport d'Aristote dans ce domaine? Exactement. Donc après Platon, Aristote constitue le deuxième grand jalon de la pensée philosophique sur la rhétorique. Alors Aristote, vous en avez parlé dans deux émissions Absolument. précédentes, hein, Mhm. est un philosophe éclectique qui s'est intéressé à beaucoup de choses, voire à tous les domaines de la Ah oui. réalité, et en particulier à la rhétorique, et c'est ça qui est intéressant. Alors Aristote écrit la rhétorique dans le deuxième tiers ou dans le troisième quart du IVe siècle. La rhétorique, c'est un ouvrage qui est composé de 3 livres, et cet ouvrage a la particularité d'aborder la rhétorique de manière objective ou plus objective, on va dire, que ce qu'on Mhm. a vu auparavant. Donc Aristote ne veut pas critiquer la rhétorique, ce n'est pas l'objectif de son ouvrage. Ouais. Il ne veut pas critiquer les orateurs et les sophistes, mais il veut
comprendre et éclairer les mécanismes du discours persuasif. Donc la rhétorique d'Aristote procède vraiment d'une démarche descriptive et scientifique. Alors, le grand intérêt du texte d'Aristote, c'est qu'il propose une première synthèse complète et complexe sur l'art de la rhétorique. Alors, un des grands apports, c'est justement cette capacité à synthétiser ce qu'est la rhétorique et le processus persuasif. Donc là, il y a plusieurs choses qu'on peut distinguer. Aristote délimite clairement 3 genres oratoires. Donc le genre judiciaire, c'est-à-dire le discours d'accusation et le discours de défense. Le genre délibératif, c'est-à-dire le discours qui consiste à conseiller ou à dissuader. Et le discours épidictique, qui consiste à louer et à blâmer, et parfois un petit peu aussi à conseiller. Ensuite, Aristote étudie les moyens principaux de la persuasion et les différents types de preuves. Et ça, c'est un grand apport de son ouvrage intitulé la rhétorique. Donc, Aristote distingue les moyens logiques, donc ce sont les arguments, les preuves qui sont construites par le discours que l'on prononce, et puis il distingue les moyens affectifs du discours qui relèvent de ce qu'il appelle, ou de ce qu'on appelle en grec ancien, l'éthos et le pathos. Donc l'éthos, c'est l'image que l'orateur veut donner de lui-même pour rendre son discours persuasif et convaincant. Et puis le pathos, ça concerne tous les sentiments, tous les affects, comme on disait, suscités par le discours chez l'auditeur. Le troisième grand intérêt de la rhétorique d'Aristote et de la systématisation que donne à voir son ouvrage, c'est qu'il analyse aussi les procédés stylistiques propres à la persuasion et il étudie également les parties canoniques du discours. Donc c'est à lui qu'on doit en particulier l'idée qu'un discours est constitué de 4 parties: exorde, narration, argumentation et péroraison. Donc la rhétorique d'Aristote est un jalon très important dans la réflexion philosophique sur la rhétorique. La rhétorique, c'est un ouvrage complexe qui formule souvent pour la première fois des concepts, des réalités importants, et c'est une référence majeure, même si dans un premier temps, il semble qu'elle n'a pas été très souvent lue, mais ensuite elle a été très souvent commentée. D'accord. Alors voilà, on va dire pour la partie théorique, l'évolution un peu de la notion de rhétorique. Est-ce qu'on peut citer quelques grands orateurs de l'Antiquité ? Alors, donc la question est importante, évidemment, puisque là, on a parlé beaucoup de réflexion et de théorie. La rhétorique a un sens global, c'est ce que j'ai suggéré au début. La rhétorique, c'est la théorie, la pensée, mais c'est aussi la pratique. Et donc, c'est là, quand on m'interrogeait sur des grands orateurs, donc on touche ici à ce qu'on appelle l'éloquence, donc distincte de la rhétorique technique, si on veut. Donc, alors, nous avons conservé un certain nombre de textes, des grands orateurs de l'Athènes classique des 5e, 4e siècles. Donc, je me limite à la Grèce, mais on pourrait parler aussi des orateurs romains. Donc, les plus grands noms, c'est Isocrate, Lysias, Démosthène, Échine, qui font partie d'un groupe de 10 orateurs qu'on réunissait sous l'appellation de canon des 10 orateurs attiques. Donc, on distingue également Andocide, Antiphon, Dynarque, Hypéride, Isée, Lycurgue. Voilà, donc c'est un canon qui a été instauré par les anciens et qui servait de référence, notamment pour les hommes politiques, bien sûr, pour les citoyens de l'Antiquité, mais aussi pour les étudiants qui étudiaient l'art du discours dans l'Antiquité grecque et gréco-romaine en général. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que, comme souvent dans l'Antiquité, nous avons perdu beaucoup de textes, des milliers de textes. Et par exemple, ce qu'il faut savoir, c'est que le plus grand homme politique de l'Athènes du 5e siècle, c'est Périclès, et nous n'avons rien conservé de Périclès, si ce n'est une oraison funèbre qu'il a prononcée, mais qui est retranscrite par Thucydide. Voilà. Il faut savoir aussi, c'est qu'il y a beaucoup d'autres hommes politiques dont on n'a rien conservé, sans parler de tous les citoyens moins connus qui s'exprimaient à l'Assemblée
et Mhm. dont on n'a pas conservé les discours. Donc cela vaut bien sûr pour les orateurs de l'Antiquité grecque, Oui. mais on pourrait dire la même chose pour l'époque romaine. Mhm. Alors peut-être une chose qui est importante, qui peut Oui. intéresser les auditeurs, Mhm. euh, c'est que les textes des orateurs que nous avons conservés, donc c'est une petite minorité Oui. de la production effective, Mhm. ce sont des textes qui ont été préparés à l'avance Oui. avant d'être prononcés. Mhm. Ce sont des discours qui ont été prononcés en situation, avec sûrement un côté improvisé en fonction des Oui. réactions du public, que ce Mhm. soit au tribunal ou à l'Assemblée. Et puis, ce sont des textes qui, en fait, ont ensuite été révisés pour être publiés et destinés Eh aussi oui, oui. à la postérité. Mhm. Et donc, quand on lit les textes des orateurs, quand on lit un texte de Démosthène, Mhm. par exemple, eh bien, Ouais. il y a un souvenir de la performance orale, Mhm. et Mhm. puis il y a une forte dimension écrite. Et donc Eh oui. ces deux dimensions, Mhm. orale et écrite, coexistent et font que les discours, les textes que nous lisons sont des textes, disons, complexes à analyser. Oui. Alors, vous avez cité Démosthène, justement. Alors, il y a une anecdote. Bon, il aurait été l'élève d'Isocrate, mais ce qu'on retient aussi parfois, c'est que on l'a surnommé le bègue et qu'il se serait entraîné à parler en mettant des cailloux dans sa bouche. Exactement, il était bègue, il avait une petite voix. Mhm. Donc, il y a cette anecdote que vous venez de rappeler, et puis on dit aussi qu'il s'entraînait au bord de la mer Oui. pour que sa voix, pour exercer sa voix à porter, puisque parler à l'Assemblée à Athènes, ça veut Mhm. dire parler devant une foule parfois Eh hostile, oui, oui. et alors qu'il n'existe pas de micro. Voilà. Bien sûr. Alors ensuite, bien sûr, dans l'Antiquité romaine, on a Quintilien, Cicéron, ces grands orateurs qui ont également marqué par leur art. Alors, la rhétorique a traversé les siècles quand même si à un moment il y a eu une disparition peut-être ou une pratique moindre de la chose, mais est-ce que vous pouvez retracer un peu l'évolution de cette pratique à travers les siècles pour arriver jusqu'à nous? Oui, je peux essayer de résumer, mais c'est une très longue histoire, en Oui. effet, comme vous le dites. Alors, la rhétorique, une fois qu'elle a été inventée et développée par les Grecs, elle s'est répandue dans tout le bassin méditerranéen, Mhm. donc ça veut dire dans l'Empire romain et jusqu'à Byzance. Alors, une chose qui est très importante, c'est que l'enseignement de la rhétorique constitue pendant toute l'Antiquité la filière de base pour tout adolescent qui a les Oui. moyens d'aller à l'école. Et donc, ce qu'il faut retenir, c'est que enseigner dans l'Antiquité gréco-romaine, c'est apprendre à parler et à exercer le métier de citoyen, Mhm. c'est-à-dire citoyen dans une cité grecque ou Eh dans le oui. système romain. Mhm. Euh, une autre chose qu'on peut dire, c'est qu'après les conquêtes romaines, les cités grecques ont continué d'exister et d'avoir une vie civique, ce qui implique donc des discours à l'Assemblée, au tribunal et dans les cérémonies qui sont très nombreuses, donc cérémonies Mhm. qui scandent le calendrier des Grecs et des Romains. Alors, un autre aspect qui est important du point de vue historique ou diachronique, c'est que la rhétorique, avec ses règles et ses grilles, a constitué un étalon esthétique pour toute production littéraire, Mhm. et de ce fait, elle a influencé les autres genres littéraires, que ce soit à Rome, ou en Grèce, à Rome ou en Europe. Et donc, elle a influencé donc la tragédie, la comédie, Oui. l'historiographie, le roman, etc. Mhm. Alors, si on se recentre sur la France, il faut se rappeler qu'en France, au XIXe siècle, par exemple, on faisait faire des exercices aux élèves, donc à l'école, au lycée, qui Mhm. ressemblaient beaucoup aux exercices rhétoriques pratiqués par les étudiants gréco-romains. Alors ensuite, Mhm. au XIXe siècle, la rhétorique a été un peu mal vue, elle a été combattue Ah oui, notamment sous l'effet du romantisme et du positivisme, d'accord. qui voyaient, pour le dire de manière très Mhm. résumée, Mhm. une entrave à l'objectivité et à la sensibilité. Donc pendant quelques décennies, la rhétorique a été mal vue, mal considérée, et puis elle a connu une renaissance, on va dire, après la Deuxième Guerre mondiale, grâce au structuralisme. D'accord. Et Mhm. si je me limite au domaine français, Oui. les grands noms, c'est bien sûr Roland Barthes et Mhm. Gérard Genette en particulier, qui
ont compris que l'étude des structures du discours pouvait nous apprendre beaucoup. Alors aujourd'hui, la rhétorique, c'est un domaine qui a la cote. Et ça s'explique parce que la rhétorique, en fait, intéresse et touche à beaucoup de domaines. Donc la littérature, je l'ai dit, Oui. mais aussi les arts figurés, la musique, la sociologie, la communication en général et puis la politique, évidemment. Et oui, alors justement, il faut qu'on en parle de la politique et de nos hommes politiques qui ont un usage quand même immodéré peut-être de la rhétorique, non? Alors, oui, la rhétorique au sens de communication, évidemment, est Oui. omniprésente dans la vie politique, dans les systèmes politiques, et on pourrait dire dans notre vie quotidienne aussi, dans Oui. le monde qui nous entoure. Eh oui, oui, Je commence peut-être par cet aspect, absolument. c'est l'aspect politique au sens large, Mhm. dans notre vie de citoyen, de citoyenne. L'importance du bien parler et l'importance de persuader se vérifie en fait dans beaucoup de circonstances de la vie quotidienne. Oui. Euh, dans un entretien d'embauche, dans un cours donné à des étudiants, dans une conversation amicale ou non Eh amicale, oui. sur un panneau publicitaire, Mhm. et je ne parle pas des réseaux sociaux, où une Oui. petite phrase, une simple photo ou une fake Mhm. news peut avoir un grand impact, c'est-à-dire un grand effet persuasif. Eh oui. Pour ce qui concerne donc les systèmes politiques en vigueur dans le monde d'aujourd'hui, on peut rappeler donc que la rhétorique grecque a pris son essor dans un contexte démocratique, Mhm. mais la rhétorique est utile aussi dans d'autres types de régimes. Et dans ce cas, évidemment, c'est très risqué quand on n'est pas d'accord avec le pouvoir en place de prendre la parole. Ou alors, on a de l'autre côté donc, ce qui relève de la propagande, quand c'est le pouvoir lui-même et ses représentants qui s'expriment. Alors, la rhétorique, dans la politique aujourd'hui, Mhm. on pourrait dire beaucoup de choses, mais je donnerai deux exemples. Très bien. Vous vous rappelez peut-être, et les auditeurs et les auditrices aussi, en 2012, lors du duel télévisé entre François Hollande et Nicolas Sarkozy, Mhm. François Hollande avait terminé son intervention en répétant plusieurs fois la formule « moi président ». « Moi Oui. président, je ferai ceci »,« Eh moi oui. président, je ferai cela ». Mhm. Donc c'est un procédé, c'est une figure de style qu'on appelle l'anaphore, et donc cette répétition tenait lieu de litanie. Donc c'était un procédé simple, un poil maladroit a priori, mais en fait très efficace. Mhm. La preuve, c'est peut-être la seule chose qu'on a retenue de ce duel. Oui. Et puis François Hollande a gagné l'élection. Je ne dis pas qu'il a gagné l'élection grâce à cette Mhm. litanie, Mhm. mais ça a sûrement joué aussi, ça a contribué, disons, à donner une bonne image de ce candidat. Un autre exemple, pour montrer donc la force Oui. de la rhétorique dans la vie Eh oui. politique, au printemps 2020, quand le président Macron a décrété le confinement, comme d'autres chefs Mhm. Oui. d'État, il a prononcé un discours télévisé très long, en répétant à plusieurs reprises qu'on était en guerre. Eh Donc oui. oui, nous sommes en guerre, etc. Mhm. Tout le monde s'en rappelle. Et donc il filait cette métaphore de la guerre Mhm. Oui. comme s'il prononçait une harangue à ses troupes, Mhm. alors précisément qu'il demandait de manière paradoxale en fait aux Français de rester cloîtrés chez eux. Donc là aussi, c'était un procédé très habile, jugé honnête ou pas honnête ou malhonnête, mais en tout cas c'était très habile. Ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que quelques semaines plus tard, le président de la République fédérale d'Allemagne lui répondait non, nous ne sommes pas Ah oui. en guerre. Mhm. Voilà. Alors aujourd'hui, en 2024, Mhm. nous observons la force rhétorique de certains partis, de certains hommes ou de Ah oui. certaines femmes politiques Mhm. qui passaient auparavant pour repoussants ou Oui. à éviter, Mhm. mais qui désormais, on le voit tous les jours, Bien sûr. ont su polisser leur discours, polisser leur image, donc leur ethos, comme on Mhm. disait dans l'Antiquité grecque, Mhm. et suscitent désormais une adhésion inégalée. Oui. Je parle de la France ou de pays proches, mais Mhm. si Mhm. on Oui, regarde oui. d'autres pays, on a des chefs d'État, de gouvernement qui musellent la parole des opposants et qui, à l'inverse, trustent la communication politique, si bien que les simples citoyens n'entendent que cette parole unique. Donc, je pense à la Russie en particulier, Oui. mais il y a Mhm. d'autres exemples Mhm. malheureusement qu'on pourrait citer. Alors,
face à ces dysfonctionnements, face à ces menaces, moi j'aurais tendance à dire, et je ne suis pas le seul, que Mhm. la connaissance de la rhétorique et la conscience de sa visée persuasive Oui. permettent donc permettrait en tout cas, ou permettent de garder son sens critique et de ne pas croire à tout ce qui est dit. Et voilà, j'ai des collègues, il y a des chercheurs en France, en Mhm. Belgique et dans d'autres pays qui mènent des missions d'éducation en considérant on pourrait, disons, apprendre ou, disons, enseigner davantage aux enfants et aux étudiants Mhm. les mécanismes du Oui. discours, Eh oui, parce que ne pas se laisser tromper par un discours politique, c'est ça. évidemment. Mhm. Ça implique évidemment de savoir comment un discours fonctionne. Eh oui. Et donc, ce genre d'enseignement donc, pourrait participer à l'éducation citoyenne de la jeunesse. Et à ce titre, je me permets de Mhm. citer un ouvrage de mon collègue Pierre Chiron, Très bien. qui a été professeur à Créteil Oui. et qui a publié il y a quelques années un manuel de rhétorique où il présente les exercices de rhétorique qui étaient pratiqués par les élèves de l'Antiquité Mhm. gréco-romaine. Et le sous-titre de cet ouvrage, c'est Comment faire de l'élève un citoyen. Et il montre qu'en faisant faire des exercices aux étudiants d'aujourd'hui, comme le faisaient les étudiants de l'Antiquité, eh bien, on peut amener les étudiants d'aujourd'hui, les jeunes d'aujourd'hui, à faire preuve d'esprit critique et à être prudents vis-à-vis de ce qu'on entend dire dans le discours politique en général. Eh bien, merci Monsieur Gucken pour tous ces propos sur la rhétorique. La semaine prochaine, nous nous intéresserons à une application pratique de la rhétorique, celle qui a imposé l'idée que le Moyen Âge croyait en une terre plate. À partir de quelle époque et pour quelles raisons, nous en parlerons avec mon invité Violaine Giacomotto Cara, professeure à l'Université de Bordeaux et co-autrice d'un essai intitulé La Terre plate, généalogie d'une idée fausse, paru aux Belles Lettres en 2022. Très bonne semaine à toutes et à tous.